Merci beaucoup pour cette très aimable introduction, Jean. C'est un vrai plaisir d'être ce matin parmi vous. Alors c'est vrai, compagnonnage, c'est vrai, tu as raison. Je réalise en effet que depuis quelques années, on travaille pas mal ensemble, et on travaille pas mal ensemble, notamment dans la foulée de la publication de ce texte. Alors je le dis d'emblée. J'ai accueilli ce texte Laudato Si avec un immense bonheur. J'ai tout de suite, d'abord je l'ai tout de suite lu. En fait, je l'ai même lu avant qu'il ne paraisse, au sens où j'ai été informé en fait très en amont de sa préparation, notamment à l'Académie pontificale des sciences, puisqu'un certain nombre de mes collègues ont été associés à une réflexion tout à fait novatrice, je pense, sur la place de la science, et notamment de la science de l'environnement et des sciences de l'environnement. Et donc vous aviez à l'Académie pontificale des sciences des économistes de l'environnement, comme par exemple Partha Dasgupta, qui a été convié pour exposer sa vision du lien entre pauvreté et préservation de la biodiversité. Et donc j'ai tout de suite compris que ce texte était très spécial, et je voudrais donc, puisque c'est l'invitation qui m'est faite, et une fois de plus j'en suis très honoré et très heureux parce que j'adore ce texte tout simplement, je voudrais donc essentiellement vous dire trois choses ce matin sur la vision de l'économie que l'encyclique peut inspirer. La première chose, c'est que, à mon sens, c'est un texte majeur parce que c'est un texte qui encastre l'économie dans la science de l'environnement. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que c'est un texte qui prend acte du fait qu'il n'y a pas d'économie en dehors de la biosphère et que l'économie sans l'environnement, en fait, n'a aucun sens. C'est un point de vue qui est loin d'être partagé aujourd'hui, puisque vous avez en fait très peu d'économistes encore aujourd'hui qui s'intéressent à la question de l'environnement, et donc il y a une vaste majorité d'économistes qui conçoivent l'économie sans l'environnement. Au XXIe siècle, ça n'a à peu près aucun sens de penser l'économie comme désencastrée de la biosphère, et je pense que le texte est très fort sur ce plan-là. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. La deuxième raison, c'est que c'est un texte qui donne voix au chapitre aux courants qu'on appelle hétérodoxes de l'économie, en particulier deux courants que d'ailleurs la majorité des économistes ne connaissent pas, qui sont l'économie civile et l'économie écologique. Et c'est un texte qui est parsemé de références à ces deux courants. Et enfin, le troisième point, c'est que c'est un texte qui, évidemment, moi, m'a parlé immédiatement, parce que c'est un texte qui, tout simplement, articule la crise sociale et la crise écologique. C'est-à-dire, c'est pour moi le texte fondateur de la social écologie dans, disons, l'enceinte internationale. C'est un texte, je ne dis pas que c'est le premier texte de social écologie, puisque moi-même j'ai malheureusement commis des ouvrages antérieurs, qui d'ailleurs n'ont pas été, enfin je ne dis pas du tout que ça a inspiré en quoi que ce soit les travaux qui ont été, puisque je n'y ai pas participé, mais il se trouve que beaucoup de gens ont pensé cette question de l'écologie sociale avant ce texte. Mais ce texte a mis cette question de l'écologie sociale ou de la social écologie au cœur des débats internationaux. Et donc c'est le grand texte fondateur pour moi de la social écologie. C'est pour ça que j'étais très content que l'entretien dans la revue Projet à la suite de la publication de l'encyclique soit intitulé « Le pape François ouvre la voie de la social écologie », parce que pour moi c'est très exactement ce qu'il fait. Alors j'en reviens donc au premier point, qui est donc que c'est un texte qui encastre l'économie dans la biosphère de façon tout à fait claire. Moi j'ai été tout à fait frappé par l'audace absolue de la structure de l'encyclique et le fait que le premier chapitre soit consacré à ce qu'on pourrait appeler la science de l'environnement. Je dois dire que j'ai été surpris que ça n'ait pas été suffisamment relevé. Le premier chapitre n'est pas consacré à l'Évangile, n'est pas consacré au texte sacré. Il est consacré à la science de l'environnement. C'est-à-dire que c'est une encyclique qui se place d'emblée sous, en quelque sorte, l'égide de la science de l'environnement, pour dire c'est la première réalité. Ensuite vient l'éthique, ou la morale, les textes sacrés, et enfin seulement des considérations économiques. Donc l'économie n'est pas seulement reléguée en deuxième position par rapport à la préoccupation écologique, mais en troisième position. Mais du coup, dans cet ordre-là, y compris l'Évangile est en quelque sorte soumis à l'appréciation scientifique. Voilà. Donc je trouve qu'on n'a pas suffisamment dit à quel point cette construction était audacieuse. Premier chapitre, la science. Deuxième chapitre,
on pourrait dire la religion, puis 3e et 4e chapitre, la vision de l'écologie intégrale, la social écologie, et puis 5e et 6e chapitre, les solutions du pape François pour avancer sur ces questions. Alors cet encastrement de l'économie dans la réalité écologique, il faut savoir que les économistes ont un complexe d'infériorité terrible. Ils ont en fait un complexe de supériorité dans les sciences sociales, et leur complexe de supériorité vient de leur complexe d'infériorité par rapport aux sciences dures. Depuis toujours, les économistes ont un complexe d'infériorité par rapport à la physique. Et on voit très bien qu'ils pensent maîtriser une science qui serait la physique du monde social. L'économie n'est pas une science, et ça n'est pas la physique du monde social. Mais elle s'est calquée, elle a voulu imiter la physique. Et on sait d'ailleurs que Adam Smith a été très influencé par la pensée de Newton et que les modèles d'équilibre, le grand concept économique est l'équilibre. Et donc, si vous prenez les modèles, par exemple, de l'économie néoclassique du début du XXe siècle, par exemple chez Léon Walras, vous avez cette idée de l'équilibre général, d'un système de prix qui vient comme ça apporter l'équilibre général. Donc, on voit très bien l'influence de la physique et on voit très bien la manière dont les économistes se prétendent finalement des physiciens du monde social, avec l'idée que les individus sont des atomes, qu'il y a des lois universelles à découvrir, qu'une fois qu'on a découvert ces lois universelles, il suffit simplement de les appliquer et que les problèmes vont être résolus. Et évidemment, c'est une vision totalement fausse, totalement erronée, c'est même une imposture. Je suis de ceux qui considèrent que l'idée du prix Nobel d'économie est une imposture totale. D'ailleurs, un livre récent l'a souligné. Alfred Nobel n'a jamais pensé que l'économie devait figurer au rang des prix Nobel, puisque Alfred Nobel a créé le prix Nobel pour racheter son âme du fait de malheureusement l'invention de la TNT et des dégâts que ça a pu faire dans le monde. Et donc Alfred Nobel a voulu récompenser les sciences qui améliorent le bien-être humain. L'économie n'en fait pas partie. Donc Alfred Nobel n'a jamais pensé que l'économie méritait un prix Nobel. Et c'est en 1969 la Banque de Suède qui a créé un prix en mémoire d'Alfred Nobel, donc qui est tout à fait une imposture par rapport à la volonté même de Nobel, récompensant les économistes. Ce qui fait que chaque année, vous avez des économistes qui sont sur une scène aux côtés des physiciens, des chimistes et des médecins et qui se donnent une posture scientifique. Mais on sait, parce qu'un livre récent l'a montré, que ça a été en fait une volonté idéologique de la Banque de Suède pour scientifiser les théories économiques. Bon. Et donc, si on reprend l'étymologie est toujours très intéressante. L'économie, c'est oikos nomos. Oikos nomos, si vous prenez Aristote et Xénophon, oikos nomos, oikos c'est le foyer, et nomos c'est la règle. Donc l'économie, c'est la règle du foyer, c'est-à-dire la façon dont les ressources doivent être gérées dans un foyer. C'est ça, pour Aristote, ce qu'on appellerait aujourd'hui la microéconomie. C'est-à-dire le fait que vous avez un budget qui est limité, vous avez des besoins qui sont généralement beaucoup plus importants que votre budget, et il faut trouver un moyen de réconcilier la contrainte et les envies, les désirs, et faire en sorte de gérer de façon efficace les ressources du foyer. C'est ça l'économie, oikos nomos. Ce qui est très intéressant, c'est que ça date d'il y a donc plus de 2000 ans. L'écologie est arrivée beaucoup plus tardivement, à la fin du XIXe siècle, avec donc Ernst Haeckel, et l'écologie a le même radical que l'économie. On retrouve oikos, sauf que c'est plus oikos nomos, c'est oikos logos, c'est-à-dire la science du foyer. Et le foyer dont il est question dans l'écologie n'est pas le petit foyer humain, c'est le grand foyer de la nature. Donc vous avez d'un côté la règle d'organisation de la gestion des ressources du petit foyer humain, et de l'autre les lois qui gouvernent le grand foyer de la nature, et on voit tout de suite qu'il est impensable que le petit foyer humain impose ses lois au grand foyer de la nature. S'il y a une logique, c'est bien que l'économie est encastrée dans l'écologie, y compris du point de vue étymologique. Il n'est pas possible que les règles de gestion de l'économie s'imposent aux lois de compréhension du monde naturel. Donc, quand je dis que ce premier chapitre est absolument audacieux et même révolutionnaire parce qu'il pose la science comme première par rapport à la morale, eh bien, et après le deuxième chapitre est absolument passionnant sur toutes les interprétations différentes que l'on peut avoir du message biblique sur la question de savoir s'il faut soit croître, se multiplier, ou s'il faut au contraire prendre soin de la terre. Il y a un grand conflit d'interprétation entre les deux visions, mais avant ça, il y a ce chapitre sur l'état de la science. Et cet état de la science, non seulement, si je puis dire, conditionne
le message moral, mais il conditionne surtout ensuite le message économique. Et donc c'est très important de comprendre ça, et très important de comprendre que, en un sens aujourd'hui, l'économie est rattrapée par la physique. C'est-à-dire qu'elle a voulu imiter la physique, qu'elle a voulu inventer des lois de la physique, mais aujourd'hui, en fait, la physique, c'est-à-dire le changement climatique, rattrape l'économie et, en fait, la domine continuellement. C'est-à-dire l'économie n'est pas sortie, en fait, de l'assujettissement à la physique, et l'économie qui se prétend une science de la croissance, eh bien, en fait, ne peut pas proposer ce programme de croissance infinie dans un monde fini qui est le monde de la biosphère. Elle doit respecter les lois de la biosphère. Et c'est très exactement le message de l'accord de Paris sur le climat. Le message de l'accord de Paris, c'est que le nouvel indicateur de référence n'est pas le PIB, n'est pas la croissance. L'indicateur de référence est un indicateur physique qui est le réchauffement de la planète, entre 1,5 et 2 degrés d'ici à la fin du XXIe siècle. Et tout est conditionné par cet indicateur-là. Et donc on a changé de monde, on a changé de paradigme. Les taux de croissance ne seront compatibles, ne seront acceptables que s'ils sont compatibles avec ce nouvel indicateur qui est l'indicateur physique. Et c'est ces indicateurs physiques-là qui vont en réalité déterminer les politiques publiques de plus en plus. Alors précisément, ça me permet de passer donc au deuxième message fondamental de l'encyclique à mes yeux, c'est-à-dire le fait que c'est une reconnaissance des courants appelés hétérodoxes. Alors c'est un peu gênant d'appeler ça hétérodoxe. Pourquoi ? Parce que du coup on laisse l'orthodoxie au modèle dominant. Donc c'est pourquoi ne pas considérer qu'en fait l'orthodoxie, c'est-à-dire la voie droite, ça ne serait pas justement les courants alternatifs. Et il se trouve qu'en fait, l'économie, comme toutes les disciplines, se renouvelle toujours aux marges, bien sûr. Le monde nouveau est en train de se renouveler aux marges, jamais au centre. Et donc, c'est aux marges de l'économie qu'apparaissent tous les courants véritablement intéressants, et on pourrait dire c'est eux, en fait, qui sont la véritable orthodoxie. Mais donc, il y a deux courants majeurs qui parcourent absolument, qui plus exactement diffusent dans toute l'encyclique, qui sont d'un côté l'économie écologique, et de l'autre l'économie civile. Alors l'économie écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est le courant qu'on donne, c'est le nom qu'on donne au courant qui apparaît au début des années 80, quand un certain nombre d'économistes, comme Robert Costanza, comme Richard Norgaard, comme un certain nombre de Herman Daly, un certain nombre d'autres, réalisent que l'économie de l'environnement, en fait, a été complètement conquise par la pensée néoclassique. Et donc, ils comprennent qu'en réalité, il faut réinventer les rapports entre économie et environnement, parce que tout simplement, l'économie de l'environnement est devenue l'application du modèle standard néoclassique aux questions de l'environnement. Et que donc, c'est pas du tout, eux, leur vision de l'économie. Leur vision de l'économie, une fois de plus, c'est une vision dans laquelle, d'abord, les données scientifiques de la biosphère sont absolument premières et ne sont pas secondaires. On voit ça très bien, alors c'est un peu technique, mais je me permets d'être un tout petit peu technique. On voit ça très bien dans la manière dont les économistes traitent du changement climatique. Il y a des économistes qui sont tout à fait importants, qui s'intéressent à la question du changement climatique, comme par exemple un économiste qui s'appelle William Nordhaus, qui est à l'université de Yale, et qui depuis 30 ans propose des modèles, des grands modèles climatiques, dans lesquels il intègre à la fois les données climatiques et les données économiques. Et un certain nombre de gens se sont rendus compte que le travail que fait Nordhaus, en apparence, il est tout à fait bienvenu, puisque c'est un économiste qui s'intéresse au changement climatique, et je le disais tout à l'heure, il y en a finalement très peu. En réalité, Nordhaus minimise en permanence les coûts du changement climatique en jouant sur un certain nombre de variables, dont la plus importante est ce qu'on appelle le taux social d'actualisation, qui est essentiellement le fait de mesurer le bien-être des générations futures compte tenu des dommages attendus du changement climatique. Et ces dommages sont systématiquement minimisés dans les modèles de Nordhaus, tant et si bien qu'on se retrouve avec des modèles d'économie climatique qui nous disent tout va très bien, il n'y a pas de problème majeur. En réalité, et si vous reliez tous les points du modèle de Nordhaus, la minimisation est telle que, en fait, son modèle est compatible avec un monde dans lequel il y aurait 3 degrés de réchauffement climatique. C'est-à-dire, compte tenu de ce qu'il dit, de ce que doit être le prix du carbone, le prix des énergies fossiles dans son modèle, en fait, ça nous conduit vers un monde à 3 degrés de réchauffement. Pourquoi ? Parce que nous avons une minimisation systématique des coûts. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est très important, c'est de comprendre que dans l'économie écologique, on prend très au sérieux les variables
climatique, et on n'en fait pas des variables parmi d'autres d'un modèle économique qui ensuite est soumis à une analyse coût-bénéfice qui tend systématiquement à minimiser les coûts, à optimiser les bénéfices et à dire que finalement, en pourcentage de la croissance à venir, le coût du changement climatique va être très faible. Et de fait, Nordos a été démenti à chaque étape depuis 30 ans de ses publications et il a dû rehausser petit à petit ses estimations de coûts. Donc on peut penser que dans 50 ans, il sera à peu près proche de la réalité et ce sera trop tard. Et on voit que l'économie est une formidable force d'inertie. L'économie standard, l'économie dominante est une formidable force d'inertie dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout une discipline aujourd'hui telle qu'elle est et telle qu'elle se présente dans les principaux journaux académiques, pas du tout une discipline qui favorise la prise de conscience et qui favorise des actions rapides contre le changement climatique. C'est au contraire une force d'inertie absolument incroyable et les économistes sont des côtés des conservateurs du point de vue de la pensée. Alors, je le disais, l'économie écologique se propose de dépasser justement tout ça avec un certain nombre d'innovations. D'abord, l'interdisciplinarité. L'économie doit négocier, être en lien, être aux frontières avec les autres disciplines. Les grands économistes sont des économistes qui ont été un peu schizophrènes, qui se sont intéressés à deux disciplines en même temps plutôt qu'une seule. Moi, je fais une différence entre les schizophrènes et les paranoïaques. Donc, il y a des économistes paranoïaques qui sont enfermés dans leur bunker et qui pensent qu'ils ont la science et que les autres disciplines sont des ennemis. Et puis, il y a les schizophrènes qui tentent d'aller voir de l'autre côté de la barrière pour voir si quelque chose est intéressant. Adam Smith était un schizophrène. C'est quelqu'un qui, évidemment, a inscrit toute son œuvre à la frontière entre l'économie et la philosophie. Amartya Sen, aujourd'hui, est évidemment quelqu'un qui est à la fois un philosophe et un économiste. Elinor Ostrom, qui est la première femme et la seule à ce jour à avoir reçu le, entre guillemets, prix Nobel d'économie, est quelqu'un qui était à la fois à la frontière entre la science politique, l'environnement et l'économie. Joseph Stiglitz est quelqu'un qui est à la frontière entre la science politique et l'économie. Donc ça, sont des gens vraiment intéressants parce qu'en effet, ils vont voir de l'autre côté. Et l'économie écologique prône ça, prône ce dialogue interdisciplinaire entre d'un côté les sciences sociales et puis les sciences sociales et les sciences dures. Et là, effectivement, on peut commencer à dire des choses intéressantes. Et puis l'économie écologique propose toutes sortes de choses, comme par exemple, comme disait Jean, la revisitation de la question de la valeur, de ce qui doit être mesuré et de ce qui doit être valorisé. Une des grandes forces de l'économie, c'est de mesurer ce qui compte. Ce qui fait que les économistes sont écoutés, c'est qu'ils quantifient, c'est qu'ils arrivent en disant « ça vaut tant ». Mais derrière cette question du prix, derrière cette question de la quantification, pour laquelle on va systématiquement voir les économistes, il y a la question de la valeur et la question de ce qui doit être valorisé ou pas. Et donc dans cette réflexion sur le dépassement de la croissance comme seul indicateur définissant le succès d'une société, eh bien il y a cette question de la valeur et de la valorisation. Et l'économie écologique a un programme considérable de valorisation avec cette idée des nouveaux indicateurs et cette idée du dépassement de la croissance. Donc ça c'est l'économie écologique, et on a dans le texte des références explicites au dépassement de la croissance. On a un pape qui parle, alors de décroissance, on peut considérer que c'est pas, moi je pense que c'est ni croissance ni décroissance, c'est autre chose qui doit nous guider. C'est ce que j'appelle moi le bien-être, la résilience et la soutenabilité. On pourra en parler si vous voulez, mais et ce serait fâcheux qu'au moment où certains économistes commencent enfin à abandonner le projet de croissance, on revienne avec la décroissance pour dire que finalement c'est le même indicateur mais dans l'autre sens. Non, c'est en fait pas cet indicateur-là qui est bon, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. Donc on voit bien, en tout cas dans l'encyclique, que le pape est tout à fait informé de cet agenda de recherche sur les nouveaux indicateurs, la valeur, etc. Et donc, de manière générale, sur l'économie écologique, j'y reviendrai dans la troisième partie. Et puis, l'économie civile. Alors là, l'économie civile, vous interrogez aujourd'hui des économistes sur ce qu'est l'économie civile. À peu près personne ne sait ce qu'est l'économie civile. Et pourtant, l'économie civile est un mouvement qui est né au XVIe siècle en Europe et qui s'est développé notamment sous la plume d'Antonio Genovesi au XVIIIe. Et l'économie civile, c'est tout simplement l'économie encastrée dans la cité. C'est l'idée qu'elle doit s'intéresser à la coopération, elle doit s'intéresser au bien relationnel, à la gratuité, et que l'économie n'a de sens que si elle est encastrée dans une certaine forme de morale et de sociabilité. C'est une espèce d'économie qui ne serait pas asociale, comme trop souvent est l'économie, mais qui serait au contraire une économie de la coopération.
Et alors là, évidemment, on a en plus dans l'encyclique toute une réflexion sur la pollinisation, on pourrait dire, entre l'économie civile et l'économie urbaine. Il y a toute une réflexion sur l'urbanité, puisque vous savez peut-être que la grande caractéristique de notre monde, c'est que nous avons plus d'urbains aujourd'hui que de non-urbains. Et c'est le cas depuis 2007. Depuis 2007, il y a une révolution qui s'est produite dans l'histoire de l'humanité qui a environ 7 millions d'années. Eh bien, il y a plus de gens qui vivent dans les villes depuis 2007 que de gens qui vivent en dehors des villes. Il y a plus de 50% depuis 2007. Dans le monde dit développé, c'est 75-80%. C'est-à-dire que l'urbanisation s'accélère. Et on voit très bien ça en France. En France, dans les années 50, vous aviez encore une population qui était à peu près partagée entre urbain et rural. Et puis après, ça c'est devenu complètement, disons, en faveur de l'urbanité. Et aujourd'hui, c'est de l'ordre de 75-80%. Et ce sera 90% dans 10 ou 15 ans. Et donc, cette question des villes, évidemment, on ne peut pas faire sans. Et donc, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui pensent que la bataille écologique se gagnera ou se perdra dans les villes. Et que les villes, les territoires, ce qu'on appelle en France les territoires, apparemment notre président n'aime pas ce dénominer. Ah non, c'est la femme du président qui n'aime pas qu'on parle de territoire. Apparemment, pendant la campagne, Brigitte Macron disait en permanence à Emmanuel Macron, quand il parlait des territoires, mais ça veut rien dire, qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Ça ne veut rien dire. Bon. Donc alors peut-être que c'est compliqué à comprendre. Alors on peut parler des villes, mais vous voyez, les villes c'est réducteur, parce qu'il n'y a pas que les villes. Il y a les régions, les métropoles. Donc c'est pour ça qu'on parle de territoire. Ce sont toutes les subdivisions de l'État-nation et les subdivisions vers le bas et non pas l'intégration de l'État-nation dans des ensembles régionaux plus importants. Et l'idée, c'est qu'on a longtemps pensé que l'écologie, c'était un combat global, et aujourd'hui, donc ça passait par des grandes déclarations, des grandes conférences internationales, des grands sommets internationaux, les Nations Unies, et aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est en fait un combat local, et que ça va passer par l'innovation, l'expérimentation, toutes ces expériences qui se passent en France aujourd'hui, par exemple sur la transition alimentaire. Il y a une transition alimentaire qui se passe aujourd'hui dans les territoires français, beaucoup plus qu'au niveau national. Regardez la pauvreté des débats des États généraux de l'alimentation et de l'agriculture, et regardez la fécondité de toutes les initiatives qui se passent sur la question alimentaire en France, les circuits courts, les ceintures maraîchères, la question du bio dans les cantines, etc. Tout ça ont été des initiatives locales. En Allemagne, c'est la question de l'énergie qui fait figure de grande transition locale. C'est par le local que l'Allemagne a réinventé son modèle énergétique. Et donc voilà, donc cette idée de l'économie civile combinée avec l'économie urbaine et avec l'économie territoriale, moi j'appelle ça l'économie territoriale, c'est une autre grande idée de l'encyclique et qui, à mon avis, tout à fait centrale. Donc, pour résumer ce deuxième mouvement, d'un côté, la reconnaissance de l'économie écologique et de l'autre, la reconnaissance de l'économie civile comme courant alternatif, si je puis dire, de l'économie par rapport à l'économie dominante. Combien est-ce qu'il me reste de temps? 10 minutes, un quart d'heure, très bien. Donc voilà un petit peu le deuxième temps et la deuxième raison, enfin le deuxième, disons, la deuxième impulsion donnée par l'encyclique vers une nouvelle conception de l'économie, puisque c'était le cahier des charges qui m'a été donné ce matin. Première impulsion, réencastrer l'économie dans la biosphère. Deuxième impulsion, reconnaître les courants alternatifs de l'économie, économie écologique, économie urbaine. Et enfin, troisième mouvement, qui est la raison pour laquelle vraiment, je pense que ce texte est un texte majeur, la médiatisation de l'économie et de l'écologie par la question de la justice. On pourrait dire que c'est un texte qui, en amont, encastre l'économie dans l'écologie par la science et qui, en aval, médiatise l'économie et l'écologie par la justice, par la question des inégalités. Et donc la grande articulation dans l'encyclique entre la crise écologique et la crise des inégalités, le cri des pauvres et le cri de la terre. Et l'idée fondamentale que c'est une seule et même crise. Il n'y a pas deux crises différentes. Bon, ça, c'est tout simplement ma conviction la plus profonde. C'est-à-dire que je ne peux pas dire autrement, c'est là-dessus que je travaille depuis maintenant 8 ans. Et j'ai écrit en 2009 un article qui s'appelait Écologie et inégalité, qui était à l'époque un article assez nouveau dans le débat économique français. Et puis en 2011, un livre qui s'appelait Social écologie, dans lequel j'ai très clairement articulé cette idée qu'il y a d'un côté une crise des inégalités, que le début du XXIe siècle est marqué par une crise des inégalités majeure, qui nourrit la crise écologique, et donc un travail sur tous les canaux par lesquels les inégalités accroissent la crise écologique, d'accord ?
Et évidemment, le canal fondamental, c'est que, par exemple, pour le changement climatique, c'est évidemment les pays les plus riches de la planète et à l'intérieur des pays, les individus les plus riches de la planète qui sont responsables de la très grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, s'il y a crise du changement climatique, c'est certainement pas lié aux 80% des habitants de la planète qui y sont à peu près pour rien, c'est lié aux 20% des habitants les plus riches qui y sont pour tout. Et c'est encore plus vrai quand vous prenez les émissions en responsabilité historique, ce qu'on appelle la responsabilité historique. Vous savez, il y a deux façons de calculer les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez les calculer aujourd'hui, ici et maintenant, en disant en 2017 ou en 2018, qui est responsable de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre. Si vous faites ce calcul, vous trouverez que la Chine est le premier pollueur, si on pense que le CO2 est une pollution, le premier pollueur de la planète. Et c'est le cas depuis 2007. Et aujourd'hui, la Chine représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et les États-Unis arrivent en deuxième position. Et donc, d'où aux États-Unis l'idée selon laquelle les États-Unis ne sont pas finalement aussi responsables que ça du changement climatique, puisque c'est la Chine qui pollue plus que les États-Unis étant environ à 20%, quelque chose comme ça. L'Union européenne est à peu près à 10%, et l'Inde est à peu près à 5%. C'est à peu près ça les grandes masses. Voilà. Sauf que, évidemment, c'est faire bon marché du fait que le CO2 étant persistant dans l'atmosphère, l'important n'est pas, donc il persiste environ un siècle dans l'atmosphère. Donc il y a des émissions de gaz à effet de serre qui ont été faites, autrement dit en 1917, qui ont encore une responsabilité dans le changement climatique de 2017. Donc si vous voulez mesurer la responsabilité, il faut faire un calcul un peu plus compliqué en responsabilité historique, où vous calculez les émissions cumulées de gaz à effet de serre depuis une certaine date. Et là, si vous le faites depuis le milieu du 19e siècle, les premières émissions de gaz à effet de serre liées au charbon, à la révolution industrielle, vous trouvez que les États-Unis sont en fait le premier pollueur devant la Chine, et de loin, pas un petit peu, de très loin, c'est-à-dire qu'ils sont responsables quasiment 2 fois plus que la Chine des émissions cumulées, mais avec une question évidemment tout à fait redoutable, qui est quelle est la bonne date? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a responsabilité sans conscience du problème? Est-ce que vous pouvez imputer aux États-Unis le changement climatique d'aujourd'hui en lien avec des émissions qui ont été faites en 1950, à une époque où on ne savait pas que ces émissions provoquaient le changement climatique? Donc la responsabilité historique doit s'accompagner du calcul de la date de référence de la responsabilité, et pour ma part, je pense que la date de référence, c'est 1990, parce que c'est en 1990 qu'il y a le consensus scientifique autour du changement climatique et qu'on commence à savoir que c'est un vrai problème. Donc à partir de 1990, on peut commencer à dire que quand vous émettez une tonne de CO2, vous savez que ça va causer un problème, même si en réalité la conscience est encore relativement faible. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous ne pouvez pas penser le changement climatique sans la question de la justice climatique. Et vous ne pouvez pas penser aucune des crises écologiques contemporaines, le changement climatique, la destruction de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, vous ne pouvez pas les penser sans la question de la justice. Il y a un lien absolument indéfectible, ce qu'on appelle en anglais un nexus, entre la question de la soutenabilité et la question de la justice. Il y a un lien fondamental entre la crise des inégalités et les crises écologiques. Donc la question est que, en effet, si nos sociétés sont plus justes, elles seront plus soutenables, et si elles sont plus soutenables, elles seront plus justes. On a une bonne raison sociale de vouloir atténuer les crises écologiques, on a une bonne raison écologique de vouloir atténuer les crises sociales. Et à l'inverse, la crise des inégalités nourrit les crises écologiques, et les crises écologiques feront exploser encore plus les inégalités. Voilà. Ce raisonnement-là, cette analyse-là, que j'ai appelée, moi, social écologie, et qui vient des travaux de Murray Bookchin, de Jim Boyce, de Elinor Ostrom, cette question-là est au cœur de l'encyclique. Voilà. Au cœur de l'encyclique, il y a cette idée qu'il n'y a pas deux crises séparées, comme l'écrit François, mais une seule et même crise, qui est une crise sociale, environnementale, que moi j'appelle sociale écologique. Voilà. Et cette idée-là, qu'on ne peut pas concevoir les rapports entre économie et écologie sans passer par la question de la justice, c'est une idée fondamentale. Et je disais, l'économie a du mal à penser la question de la physique et la question de la biosphère, elle a aussi du mal à penser la question des inégalités. Aujourd'hui, avec la publication du livre de Thomas Piketty, vous pourriez penser que l'économie des inégalités a toujours été rayonnante. Il n'en est rien. Ça fait 30 ans qu'on nous sommes dans les ténèbres sur la question de l'inégalité. Pourquoi? Parce que l'économie a décidé, au début du XXe siècle, de considérer qu'elle était la science de l'efficacité. Et de considérer que l'égalité, la justice, l'équité, c'était du ressort de la philosophie, voire de l'idéologie, mais qu'elle était concentrée sur la question de l'efficacité. Ce qui fait que pendant
quasiment un siècle, et surtout au cours des 30 années entre 1970 ou 1975 et, disons, 2005, la date de publication de l'article de Piketty et d'Emmanuel Saez dans la American Economic Review, c'est 2003. Donc c'est le moment où l'économie des inégalités revient sur la scène. Avant ça, pendant 30 ans, il y a très peu de gens parmi les économistes qui ont pensé la question des inégalités. Il y en a essentiellement deux. Il y a Amartya Sen et il y a Anthony Atkinson. Amartya Sen sur les aspects théoriques, avec sa théorie des capacités, et Anthony Atkinson, qui malheureusement nous a quittés il y a peu, que j'ai eu la chance d'avoir à mon jury de thèse, Anthony Atkinson sur les mesures empiriques de l'inégalité. Et dès le milieu des années 70, vous avez Sen et Atkinson qui recommencent à mettre l'économie des inégalités sur le devant de la scène et évidemment qui commencent aussi à former des petits jeunes, parmi lesquels notamment Thomas Piketty qui a été formé par Atkinson et qui ensuite peut écrire ce livre, Capital au XXIe siècle, qui est un succès mondial et qui remet l'économie des inégalités au centre du débat. Mais en réalité, et depuis, il y a une floraison de travaux sur les inégalités, mais en réalité, pendant au moins 30-40 ans, on n'a à peu près pas parlé du tout. Donc l'économie a un vrai problème à penser cette question, en fait à penser ces deux questions, à la fois la biosphère et la question de la justice. Et l'économie du XXIe siècle, si elle est utile, c'est une économie qui doit penser ces crises, qui pour moi sont des crises jumelles, la crise des inégalités et les crises écologiques. Et l'encyclique nous permet ça. Bon, je vais m'arrêter, vous en faites pas. Pour clore mon propos, donc je le résume, ce texte inspire une nouvelle vision de l'économie, d'abord parce qu'il encasse l'économie dans la biosphère, ensuite parce qu'il donne la voix au courant alternatif de l'économie, et enfin parce qu'il articule la question de l'écologie et l'économie par la médiation des inégalités et qu'il articule la crise des inégalités et les crises écologiques. Pour moi, la plus belle phrase de l'encyclique, qui est une phrase que j'essaye encore de comprendre aujourd'hui et dont j'essaye de comprendre la profondeur, c'est la phrase suivante: le monde n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère joyeux à contempler. Dans cette idée que le monde n'est pas un problème à résoudre, je vois y compris une critique de l'économie, parce que l'économie aime mettre le monde en équation, aime dire que finalement, toute question dans le monde peut se réduire à une optimisation sous contrainte. Tout problème dans le monde peut se réduire au fait de dire qu'il y a un budget, qu'il y a des besoins, qu'il y a donc une contrainte, des désirs. On fait une optimisation sous contrainte et on résout le problème. Et là, il y a quelque chose d'autre qui est... Alors, j'ai du mal aujourd'hui encore à la comprendre parce que quand je regarde le monde, j'ai l'idée que c'est un mystère, mais j'ai plus rarement l'idée qu'il est joyeux. Et par ailleurs, j'ai l'idée qu'il ne faut pas seulement le contempler. Donc c'est une phrase qui m'accompagne, mais aussi parce que j'ai un point de vue un peu critique par rapport à cette phrase. Mais l'idée que le monde n'est pas un problème à résoudre, je pense que c'est une des plus belles phrases qui a été écrite sur la réalité du monde au début du XXIe siècle. Et donc je vais conclure sur cette phrase. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Éloi. J'ai eu l'honneur aussi d'apparaître dans cet autre livre, La pensée sociale du pape François, comme l'auteur d'un chapitre aux côtés d'Éloi. Et j'avais mis en exergue cette phrase « Le monde est plus qu'un problème à résoudre ». Je pense que c'est aussi ce qui fait la force de Laudato Si', y compris dans des milieux écologiques. C'est que le moteur de l'engagement, il n'est pas uniquement... Il est d'abord de l'ordre de la contemplation, il est d'abord de l'ordre du Laudato Si', du remerciement, de la gratuité, du tout est donné. Et c'est très différent d'un moteur de l'engagement qui serait uniquement celui d'un monde problématique où il faut résoudre les problèmes, quoi. Alors... J'entends une grande résonance entre ce que tu nous disais et puis ce qui nous a été dit hier matin. Dominique Lang opposait le mot fragilité, le tout est fragile, à l'idée de toute puissance. Et ce que j'entends, moi, c'est que, effectivement, la fragilité, la reconnaissance d'une incomplétude, d'une vulnérabilité, elle appelle la relation, elle appelle le soin. Là où la toute-puissance, qui est ce que j'entends dans l'économie dominante, eh bien, c'est une pensée qui n'a pas besoin qui est autosuffisante, qui n'a pas besoin des autres, et qui s'apparente à ce que le pape, en un sens, appelle l'anthropocentrisme dévié.
Et quelque part, les tendances de l'économie que tu convoques, ou que le pape convoque, l'économie civile, c'est l'attention à la relation entre les êtres humains. L'économie écologique, c'est l'attention à la relation avec l'écosystème. Donc je pense que c'est bien ça qui est présent au cœur de cette encyclique, c'est-à-dire que face à l'oubli des limites, c'est l'appel à la relation, à l'approfondissement des relations. Et en fait, le mot relation, on le retrouve 75 fois dans l'encyclique. Et que moi, j'entends un peu dans ce tout est lié, cette idée que tout est dans la relation, quoi. Voilà. On va prendre vos questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Le voici, le voilà. On va en prendre 2 ou 3, comme ça permettra à Éloi de répondre. Voilà. Est-ce que la technique est avec nous ? Bonjour, merci beaucoup. Je veux bien que vous réexplicitiez un petit peu le lien entre inégalité et crise écologique, parce que vous avez dit que c'était les individus les plus riches qui étaient responsables des émissions. Mais en général, la lutte des inégalités, on la conçoit comme éradiquer la pauvreté et donc faire accéder le plus grand nombre justement aux possibilités de la société de consommation, ce qui peut qu'amplifier la crise écologique. Donc voilà, face aux inégalités, quelle est la réponse pour la crise écologique? Y a-t-il... Bonjour. J'aimerais que vous développiez votre conclusion. Là, vous avez du mal avec la deuxième phrase. Là, le monde est un mystère joyeux, et vous êtes critique. Et j'aimerais bien que vous développiez ça. Bonjour. Alors dans la lignée de la journée, le thème est « Tout est politique ». Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de mesures politiques aujourd'hui, en France ou dans d'autres pays, qui aillent dans le sens de ce que vous évoquez, dans le sens de prendre les sujets de façon plus globale et d'apporter des réponses, peut-être économiques, peut-être macroéconomiques, mais dans cette vision plus globale? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir, un peu de lumière, pas simplement des prises de conscience? Je vais peut-être répondre, il y a déjà beaucoup de choses. Oui. Mais oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Et de la lumière. Comment on pourrait dire ça autrement dans ce lieu? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Sur la question de la crise des inégalités et les crises écologiques. L'articulation entre les deux... Alors, je ne vais pas tout développer ici, mais on peut montrer de quelle manière, quand vous avez une société plus inégalitaire, elle est moins soutenable. Il y a plein de canaux. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand vous avez une société plus inégalitaire, on montre que des inégalités sociales fortes vont de pair avec, par exemple, un mauvais état de santé de la population, ou alors avec une moindre résilience des communautés. Ce qui veut dire que vous allez avoir à la fois des gens qui vont être plus exposés, plus vulnérables, plus sensibles, quand un choc écologique va se produire. Si vous avez des sociétés dans lesquelles vous avez des niveaux de pauvreté extrêmement importants, une toute petite partie de la population qui est protégée, par exemple, de la question des ouragans, etc., des sociétés dans lesquelles les inégalités ont petit à petit totalement détruit l'idéal démocratique, il est évident que la majeure partie de la population va être exposée à un choc quand il va survenir, ce qui veut dire que les crises écologiques vont être beaucoup plus puissantes. On pourrait multiplier les exemples comme ça en montrant que la crise des inégalités nourrit les crises écologiques. Mais sur le point que vous soulignez en particulier, est-ce que le fait de faire accéder les gens à la société de consommation va finalement conduire à augmenter les émissions de gaz à effet de serre plutôt qu'à les réduire, ce qui voudrait dire qu'en fait, en réduisant les inégalités, on va au contraire augmenter les problèmes écologiques? Oui, bien sûr, mais le but n'est pas de faire accéder les gens à la société de consommation. Le but, c'est de changer la dénomination de la richesse. Réduire les inégalités, c'est pas seulement redistribuer le revenu des plus riches aux plus pauvres en considérant que la seule chose qui compte, c'est la croissance et le revenu. C'est aussi redéfinir la richesse. Donc, bien entendu, moi, c'est pour ça que je travaille les deux sujets. C'est que d'un côté, il faut faire en sorte que les riches
partagent davantage et payent davantage, pour le dire clairement, et notamment contribuent davantage, puisque nous sommes maintenant dans des systèmes de passagers clandestins, où vous avez littéralement des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'euros qui échappent au système fiscal et au système social. En France, par exemple, pour prendre un exemple précis, où on nous bassine du soir au matin avec la terrible fraude sociale des chômeurs, elle ne représente rien par rapport à la fraude fiscale. Rien. Elle représente peut-être 0,5% de la fraude fiscale. Donc la question fondamentale, c'est de faire en sorte de sortir de la société des passagers clandestins pour effectivement avoir davantage de partage et des systèmes sociaux qui, du coup, seront beaucoup plus soutenables et beaucoup plus à même d'affronter les crises écologiques. Et c'est beaucoup plus facile de faire des politiques, par exemple, de réduction de la précarité énergétique. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre vient de sortir. Un des problèmes majeurs social-écologiques en France, c'est la précarité énergétique. Aussi bien au niveau du logement qu'au niveau des transports. C'est-à-dire le fait que les pauvres payent beaucoup plus de leurs revenus que les riches pour ce qui est de leurs dépenses énergétiques. On pourrait avoir des politiques extrêmement ambitieuses en matière énergétique et réduire la précarité énergétique à partir du moment où on aurait des moyens sociaux et fiscaux beaucoup plus importants si on était capable de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale. Donc vous voyez que cette idée donc c'est d'un côté effectivement réduire les inégalités parce qu'elle mine complètement la coopération et elle mine absolument des systèmes sociaux et fiscaux qui seront notre grande arme pour affronter ces crises écologiques, mais c'est aussi l'idée de redéfinir la richesse. Il n'est pas question d'avoir une espèce de ruissellement par laquelle on va réduire la fortune des riches pour la redistribuer aux pauvres et faire en sorte que le maximum de gens puissent accéder à 3 voitures, 4 voitures, etc. C'est-à-dire c'est complètement faire les deux. Réduire les inégalités et redéfinir la richesse. Et à ce moment-là, effectivement, avoir des sociétés dans lesquelles la sobriété, puisque c'est le thème de cette session, évidemment, devient la sobriété et la prospérité, mais la prospérité complètement repensée devient, voilà, donc c'est comme ça qu'on articule les deux, parce que sinon, effectivement, si l'idée c'est simplement, là on retombe sur cette idée de la consommation ostentatoire à la Veblen. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Veblen, le sociologue Veblen, avait compris un des mécanismes fondamentaux d'articulation entre crise des inégalités et crise écologique, parce qu'il disait, finalement, les riches incitent les pauvres à vouloir consommer toujours plus, et donc, on va attendre la fin de la musique. Donc incite les pauvres à vouloir consommer toujours plus, à faire partie de la classe moyenne, puis de la classe supérieure, et à rêver d'avoir des yachts, etc. Sauf qu'on n'en est pas là, hein, je veux dire, on n'en est vraiment pas là. La question, c'est plutôt rêver d'avoir une mutuelle aujourd'hui en France. C'est ça le rêve des gens qui sont les plus modestes. On n'est pas sur la question des yachts. Mais donc non, bien sûr, la question n'est pas d'étendre au maximum de gens la société de consommation. Et donc évidemment, il faut, et c'est valable à l'intérieur d'un pays, et c'est valable à l'échelle du monde. C'est-à-dire que les nouveaux pays émergents, les pays qui aujourd'hui se développent ne doivent pas reproduire les erreurs des pays qui se sont développés antérieurement en utilisant massivement les énergies fossiles et en considérant que plus on mange de viande, etc., et plus on est riche. Voilà, ce qui est évidemment le problème de la Chine. Donc on voit de quelle façon ça doit s'accompagner de la redéfinition de la richesse, évidemment. Alors la deuxième question, c'était sur, donc vous, monsieur, au fond, sur la question de ce qui me pose. Le problème que ça me pose, c'est que un mystère joyeux à contempler, comme je le disais, c'est un mystère. Est-ce qu'il est joyeux un des économistes que j'aime bien, qui s'appelle Pigou, dans un livre de l'économie du bien-être, qui s'appelle L'économie du bien-être, en 1920, disait finalement le point de départ de l'économie ou de l'économiste, c'est la révolte contre l'injustice sociale. Et donc c'est le fait que le monde n'est pas joyeux en un sens, et que, comme disait Zola, il faut vivre indigné. Et donc, peut-être que l'idée de l'indignation est plus forte que l'idée de la joie, et quand elle s'accompagne, cette idée du mystère joyeux, à contempler, et quand le pape oppose résoudre et contempler, vous voyez, problème à résoudre, mystère à contempler, voilà, moi je ne suis pas dans la contemplation. Je suis dans la contemplation, bien sûr, mais pas seulement. Dans l'idée aussi de l'analyse et de l'action politique. Donc c'est ça qui me pose problème, vous voyez. Et en même temps, on peut aussi se dire que c'est la beauté du monde qui nous incitera à sauver l'hospitalité de la planète. Et que donc la contemplation est en fait fondamentale pour l'action. Mais peut-être qu'il manque cette partie de l'action dans cette phrase, si je peux me permettre. Cela dit, la citation, c'est « le monde est plus qu'un problème à résoudre ». Oui. Donc il y a quand même des problèmes à résoudre. Oui, c'est ça. Il y a ou un problème, et puis en plus c'est des problèmes. Alors justement, ça me permet de faire la transition vers la question politique. Quelles mesures concrètes prendre aujourd'hui pour faire en France qu'on soit plus attentif
à la question du bien-être, de la résilience, de la soutenabilité, par opposition à la croissance économique la plus bête, qui au demeurant ne nous amène, y compris pas l'emploi, alors que c'était censé être la promesse la plus élémentaire de la croissance. J'ai, dans le numéro de projet dont je fais volontiers la publicité, je fais une proposition qui consiste à repenser le débat budgétaire en France. Quand vous vous intéressez un petit peu à la façon dont fonctionne la démocratie française, vous comprenez assez vite que notre République est centrée sur, évidemment, le Parlement, et que l'acte le plus fondamental du Parlement, depuis que les parlements ont été créés, c'est de voter le budget. Eh bien, allez interroger les députés et les sénateurs sur ce qu'ils savent de l'état du pays, sur l'état des informations statistiques qui leur sont données quand ils votent le budget, et vous serez horrifiés. Ce qu'ils savent, c'est essentiellement le PIB et les composantes du PIB. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que tout le budget français est placé sous une double tutelle, qui est d'un côté le PIB, et de l'autre les indicateurs de respect des seuils des finances publiques européens, calculés en pourcentage du PIB. Donc on a un budget, une démocratie qui est véritablement sous la tutelle de la croissance. Et la question est, est-ce qu'on ne pourrait pas donner à nos parlementaires, à nos représentants, des informations un peu plus riches sur l'état du pays? Par exemple, sur l'état des inégalités en France. Que savent nos députés de l'état des inégalités? Il y a beaucoup d'indicateurs d'inégalités qui existent. Il y a une information très riche parce qu'on a des agences statistiques qui sont une agence statistique parmi la meilleure du monde, l'INSEE, qui est une excellente agence statistique. On a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'état des inégalités en France. Par exemple, les inégalités entre les territoires, qui est la grande inégalité qui est en train de se développer, qui est que, par rapport à l'endroit où vous vivez en France désormais, vous ne vivez plus dans le même monde. Et les gens qui vivent dans des endroits différents ne vivent plus la même époque. Que ce soit en termes de santé, d'éducation, etc., etc., d'accès à la culture, de qualité de l'environnement. Donc, que savent les députés? Or, un budget, c'est quoi? C'est les ressources communes qui visent notamment à corriger les inégalités. Un budget, c'est pas fait pour augmenter la croissance. Le budget français est fait pour financer les services publics, mais aussi corriger les inégalités. Or, vous regardez les documents officiels qui sont mis à la disposition des députés et des sénateurs, ils ne savent rien de l'état des inégalités. Et donc la proposition consiste à dire, changeons le débat budgétaire et commençons le débat budgétaire en octobre par un grand débat sur une série limitée d'indicateurs, des indicateurs sur les inégalités, des indicateurs sur l'état du patrimoine national, y compris le patrimoine naturel, et des indicateurs sur l'impact écologique de la France. Parce qu'on parle du rayonnement de la France et du fait que la France est un phare pour l'humanité, mais il se trouve que la France a aussi un impact extrêmement puissant en dehors de ses frontières sur d'autres pays en matière écologique. Et qu'on aimerait savoir un peu plus ce que font Total, Areva, etc. comme choses merveilleuses dans un certain nombre de pays d'Asie ou d'Afrique. Et que ce serait utile au moment où on vote, par exemple, des impôts sur ces entreprises, de savoir un petit peu quelle est leur contribution à la dégradation environnementale mondiale. Voilà. Donc ça, c'est une proposition très simple, très pratique, dans le débat public et qui avancerait considérablement cet agenda de l'économie écologique et d'une vision un peu plus large de la question économique. Voilà, qui est la représentation nationale, c'est la démocratie. La démocratie, ça n'est pas que l'efficacité et la croissance, c'est aussi la question de la justice. Informons nos représentants de l'état des inégalités et de l'état des crises écologiques et du coup, plaçons notre budget sous l'égide de ces réalités-là pour faire en sorte d'avoir des politiques publiques qui correspondent à ces indicateurs. Parce qu'on ne fait pas des indicateurs pour le plaisir de faire des indicateurs. On veut changer les indicateurs pour changer les politiques. On veut changer ce qu'on mesure pour changer ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ça le but. Donc voilà, une proposition, il y en a plein. Moi j'en ai plein les cartons si vous voulez. Mais là, en voilà une précise. Et politique. Puisque tout est politique. Merci Éloi. Merci aussi de la publicité pour le nouveau numéro, comment mesurer le bien vivre. Simplement sur la première question, inégalité, écologie, c'est vraiment une question sur laquelle la revue Projet, avec tout un tas de partenaires associatifs de sensibilités très variées, a travaillé pendant longtemps, ce qui a donné lieu à un grand colloque l'année dernière et aussi un numéro qui s'appelle Inégalité, un enjeu pour la planète ou un enjeu écologique, point d'interrogation. Et avec quand même cette interpellation, je dirais, sur le plan philosophique, qui est que on a longtemps, de façon dominante, pensé la question des inégalités comme une question de justice distributive,
quelle est la bonne clé de distribution de ce qu'on a à disposition, mais sans tellement questionner ce qu'on avait à disposition. Et en réalité, ce à quoi nous invite ce questionnement des inégalités à l'heure des défis écologiques, c'est d'abord de s'interroger sur ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement poser la question du partage sans poser la question de la légitimité du droit de tirage que nous opérons sur la biosphère, quoi. Alors, il y a une question, et puis... À propos de transition énergétique et d'énergie nucléaire, que vous inspire l'encyclique de nouveau? Merci. De l'énergie nucléaire, il y a une référence à l'énergie nucléaire dans l'encyclique? Je pensais, justement, c'est la question. Ah, justement, d'accord. Est-ce que ça inspire quelque chose? D'accord. Merci. Oui. Moi, j'avais une question qui rebondit un peu sur la dernière réponse que vous avez donnée. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques points sur ces indicateurs et en particulier sur l'intégration dans ces indicateurs nouveaux des questions écologiques? Est-ce qu'il y a une recherche sur des indicateurs qualitatifs ou est-ce que c'est toujours que du quantitatif? Ok. Ça ne sera pas une question, mais une proposition. Moi, je propose que chacun de nous envoie à son député ce numéro de projet pour lui dire qu'il pourrait revoir la manière de faire le budget. C'est pas moi qui vais Très bonne contester la idée. proposition. Très très bonne idée. Voilà. Je voudrais poser une question à propos de votre comparaison entre écologie et économie. Je n'ai pas été tout à fait convaincu du fait que l'économie c'est pour la petite maison et l'écologie c'est pour la grande maison. Je pense quand même que l'économie a envie de s'occuper de la grande maison aussi, mais peut-être pas en façon écologique. Mais quand on voit la place du forum de Davos et tout, ils ne pensent pas simplement local, disons, ils pensent vraiment global, ils veulent maîtriser tout. Et donc, quel est le pendant en termes d'écologie? Est-ce qu'on peut imaginer un forum de Davos écologique? On a déjà les forums sociaux, voilà, un petit peu, c'est cette toute-puissance économique qui n'entend pas se laisser enfermer d'être encastré dans l'écologie. Non mais bien sûr, mais j'ai jamais dit, je vous réponds tout de suite, je n'ai jamais dit que l'économie était modeste et humble et qu'elle entendait rester à sa place. J'ai dit exactement le contraire. C'est-à-dire ce que j'ai dit, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que la petite maison entend, ou plus exactement le petit foyer entend dominer la grande et qu'il y a un problème logique. Et que c'est tout le problème. Tout le problème, c'est que l'économie a des visées impérialistes, y compris sur la question écologique. Voilà. Et sur l'idée d'un Davos de l'écologie? Bon, alors surtout pas un Davos de quoi que ce soit. Donc déjà, supprimons Davos. Donc c'est déjà voilà. Par contre, il y a, comme vous le savez peut-être, un forum qui est Porto Alegre et qui s'est donné pendant, je crois que il y a moins d'enthousiasme aujourd'hui autour de ce forum, mais Porto Alegre pendant tout un moment c'est voulu le pendant de Davos. Et il ne s'est pas pensé comme le Davos de quoi que ce soit, mais le Porto Alegre de la question de la démocratie, de l'écologie, etc. Et il y a plein de sommets qui sont organisés. Si vous voulez un sommet annuel qui est en un sens le sommet de l'écologie et qui aujourd'hui compte beaucoup, c'est le sommet des Nations Unies de ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tient chaque année en novembre et en décembre, les fameuses COP. Les COP, les Conference of Parties, et dont la COP 21 a donné l'accord de Paris. Donc s'il y a un pendant qui est un peu avant et qui précède Davos c'est ça. Mais vous aurez constaté quelque chose de tout à fait troublant, c'est qu'à Davos maintenant on ne parle plus que d'inégalité. C'est-à-dire que vous avez des sessions entières où on vous explique que l'inégalité c'est terrible, etc. Et notamment si vous regardez cet horrible discours d'Emmanuel Macron à Davos, qui n'est pas écrit en français, qui est écrit dans une autre langue que le français. Enfin, d'abord qui est une partie en français, une partie en anglais, mais la partie en français n'est pas en français. Lisez-le sur le site de l'Élysée. Je l'ai lu, c'est absolument terrifiant. Et vous verrez, si vous lisez ce texte, que nous avons un président qui vient à Davos pour expliquer que l'inégalité sociale est un problème absolument majeur et qu'il faut vraiment y faire quelque chose, après avoir voté, après avoir fait passer auprès de sa majorité un des budgets les plus inégalitaires qu'on ait vu en France depuis au moins 10 ans. Puisque le budget qui a été voté par cette nouvelle majorité est un budget qui va accroître
de façon considérable les inégalités et dont à peu près 50% des gains vont aux 5% les plus riches de la population. Donc, si vous voulez, voilà, il faut y compris se méfier de l'imposture de gens qui arrivent pour dire que les inégalités c'est absolument terrible, tout en faisant exactement le contraire de ce qu'ils prêchent, voilà, ce qui est un petit peu problématique. Alors il y avait d'autres questions du coup que j'ai oubliées. L'absence du nucléaire dans l'encyclique. Oui, alors l'absence du nucléaire. Écoutez, je ne peux pas parler à la place de François et dire pourquoi il n'en a pas parlé. Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire moi sur peut-être qu'il voulait pas s'engager parce qu'il pense que c'est un problème technique compliqué, etc. Ce qui est vrai sur le nucléaire, c'est que un certain nombre de gens qui sont sincèrement concernés par les problèmes d'environnement pensent que le nucléaire est une solution parce que, disent-ils, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre et que donc il y a un choix à faire entre le respect de la contrainte climatique et le fait de pouvoir avoir une énergie qui par ailleurs pose un certain nombre de problèmes en termes de déchets, etc., etc. C'est ce qui a motivé, semble-t-il, le choix de Nicolas Hulot, puisque en tout cas c'est l'argument qu'il a donné quand il a dit je ne vais pas respecter l'objectif de réduction de la part du nucléaire de 75 à 50%, qui était pourtant inscrit dans la loi de transition énergétique de 2015. Donc il a dit ça 2 semaines avant la COP 23. C'est quand même un tout petit peu embêtant pour une fois de plus un président qui ensuite nous a fait des grands sommets climat, etc., mais qui venait juste de prendre quelques semaines avant une décision qui était de ne pas respecter la loi de transition énergétique française. Moi, cet argument ne me convainc pas du tout. Je pense que d'abord, le nucléaire pose un certain nombre de problèmes tout à fait majeurs et qu'on a vus à Fukushima et ailleurs, et d'autre part qu'il y a un lien évident entre changement climatique, sécheresse, assèchement des cours d'eau dont dépendent le refroidissement des réacteurs nucléaires en France et que ça fait courir un risque considérable à des territoires français, et qu'enfin, du strict point de vue de l'importance que ça a, le nucléaire a capté une part considérable de la recherche et développement sur l'énergie depuis 30 ou 40 ans et que c'est ce qui explique, à mon avis, en grande partie le retard de la France dans le déploiement des énergies renouvelables. Parce que je vous signale juste que la France est le pays qui fait le moins bien en Europe pour ce qui est de l'écart entre l'objectif de déploiement des renouvelables et la réalité. C'est le pays qui fait le plus mal. Donc on est très en retard sur le déploiement des renouvelables et je crains que ça ait un lien avec cette espèce de nucléaire qui a phagocyté complètement à la fois les débats et les ressources sur l'énergie en France. Donc je ne sais pas pourquoi François ne parle pas du nucléaire dans l'encyclique, mais en tout cas moi je ne considère pas du tout que le nucléaire soit la solution au changement climatique. Je pense qu'il y a de vraies énergies de transition et que, en un sens, c'est une énergie de diversion. Voilà. Et autour des indicateurs écologiques, est-ce qu'ils sont uniquement quantitatifs ? Oui, alors il se trouve que je viens d'écrire un livre en anglais sur cette question des indicateurs où il y a toute une partie bien sûr sur les indicateurs écologiques, des indicateurs purement qualitatifs pour des réalités biophysiques, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si on entend écologie comme au minimum la préservation du bien-être humain sous la contrainte écologique, si c'est ça la soutenabilité, vous allez pouvoir utiliser le qualitatif pour le bien-être humain, mais pour la biosphère, c'est compliqué le qualitatif. C'est-à-dire dire bien, pas bien, joli, pas joli. Alors vous pouvez avoir des indicateurs qualitatifs, je ne sais pas, sur la beauté, sur l'esthétique, mais pour ce qui est des processus biophysiques, c'est-à-dire la crise de l'eau, la crise des sols, la crise de l'atmosphère, etc., etc., il va falloir quantifier. La question, c'est que cette quantification-là soit faite non pas par rapport à des hypothèses, mais à des réalités qui soient le plus proche possible des réalités, enfin de la réalité de la dégradation de la biosphère, et qu'ensuite cette quantification soit intégrée dans les politiques publiques. Mais je veux dire, la dégradation de la biodiversité, c'est difficile d'en parler sur un mode purement qualitatif, vous voyez. C'est une qualité, mais d'ailleurs il y a toute une réflexion intéressante sur comment on quantifie les qualités. Mais le fait qu'on perde de la biodiversité, ça se quantifie. Voilà. Donc je pense que moi, je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir des indicateurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans ces indicateurs quantifiés, une fois de plus, doivent entrer des considérations éthiques. Voilà. Et c'est là où la qualité est réintégrée dans la quantité. C'est-à-dire que quand je parlais du taux social d'actualisation tout à l'heure, la variable critique du taux social d'actualisation, c'est l'équité entre les générations et l'équité à l'intérieur des générations. Donc cette variable en apparence technique et purement quantitative est en fait qualitative parce qu'elle dépend de considérations éthiques.
Donc là, oui, on peut réintégrer. Donc en un sens, en fait, c'était ça votre question. Et du coup, j'arrive à une réponse cohérente. Ça m'a pris un peu de temps, mais je vous ai réfléchi en vous répondant. Donc, J'ajouterais que quantification n'est pas synonyme de monétarisation, quoi. Oui, alors c'est un autre problème. C'est-à-dire que quantification n'est pas monétarisation. Voilà. Donc ça, d'abord, tout n'est pas quantifiable, tout ne doit pas être quantifié. Donc il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas être quantifiées, l'amitié, l'amour, etc. Il n'y a aucune raison d'avoir des indicateurs de ça et des indicateurs quantitatifs. Et ensuite, toute quantification n'est pas monétarisation. Vous pouvez avoir des indicateurs quantitatifs de la biosphère qui ne soient pas monétarisés. Par exemple, quand on parle du coût de la pollution en disant la pollution en France, la pollution de l'air, ça coûte 50 milliards, il n'y a aucune raison d'en parler en termes de milliards perdus ou gagnés. On devrait en parler en termes d'espérance de vie et de vie humaine. Mais c'est un indicateur quantitatif. Mais en revanche, on peut aussi en parler en termes de dégradation de la qualité de vie. Et là, ça va être davantage qualitatif. Et ça va induire une réflexion sur qu'est-ce que la qualité de vie, par opposition à simplement la quantité de vie. On va prendre une dernière salve de questions. Oui. Oui, ici j'ai une question sur le rôle que peuvent jouer les entreprises. Vous parlez du taux d'urbanisation qui augmente. Beaucoup de ces gens qui vivent dans des villes travaillent dans des entreprises. Est-ce que les entreprises peuvent avoir un rôle actif ou au contraire elles vont être défensives sur les évolutions à venir? Et également lié à ça, on entend parler d'initiatives locales, d'expérimentation, mais qui sont quand même pratiquement toutes dans le domaine de l'agriculture, du retour à la terre, de la permaculture, ou dans le domaine de l'insertion. On n'en voit pas beaucoup dans le domaine des entreprises, ou dans le cadre des entreprises. Merci. Nous allons vivre bientôt des conventions démocratiques sur la refondation de l'Europe. Les semaines sociales de France vont être très actives sur le sujet, comme elles l'ont été pendant la session d'automne. Qu'est-ce que nous pourrions aujourd'hui, dans cette salle, construire comme proposition pour l'Europe dans ce cadre, à la lumière de ce qui a été dit? D'accord. Peut-être une dernière? Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, oui, bien sûr que les entreprises doivent jouer un rôle actif. Moi, je ne pense pas du tout que les entreprises soient l'ennemi. D'ailleurs, les entreprises, ça n'existe pas. Il y a toutes sortes d'entreprises avec toutes sortes d'activités dans toutes sortes de secteurs qui sont gérées de façon très différente. En revanche, il y a un point commun qui est que les entreprises répondent à la définition du code civil que donne l'entreprise. Et il y a toute une réflexion qui est en train d'être engagée en ce moment même par l'actuel gouvernement sur la redéfinition des buts de l'entreprise, et notamment du but social de l'entreprise. Et il y a toute une réflexion sur la question de la responsabilité sociale et environnementale qui est déjà ancienne et qui, en partie, est insatisfaisante parce qu'on constate que les entreprises utilisent le reporting vert pour faire ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire en fait publier des rapports dans lesquels elles disent se soucier des questions d'environnement, mais en fait, ça ne correspond pas à une réalité effective. Mais il y a toute une redéfinition, bien sûr. Quand on dit une nation ne doit pas se donner comme unique objectif la croissance, on pourrait aussi bien dire une entreprise ne doit pas se donner comme unique objectif le profit. C'est à chaque niveau de gouvernance, la question de la redéfinition des indicateurs se pose. C'est valable au niveau mondial avec les Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, je vais y venir, au niveau régional, au niveau national pour le budget, j'en parlais, au niveau des territoires, c'est-à-dire par exemple la métropole bordelaise ou la nouvelle région du Grand Est, sont engagés dans une réflexion pour redéfinir ce qui doit guider leur action, et c'est évidemment valable au niveau des entreprises. Et si je puis dire, c'est aussi valable au niveau des individus. C'est ça l'idée de la conversion écologique, de la fin de l'encyclique, c'est l'idée que chacun, en quelque sorte, nous devons redéfinir, si je puis dire, nos indicateurs. C'est un petit peu moche de parler comme ça, mais voilà. Donc en fait, à chaque niveau, bien sûr, l'idée c'est qu'on doit redéfinir les buts. Donc bien sûr que les entreprises... Et quand vous dites, on voit des initiatives fleurir dans le domaine de l'agriculture, de la permaculture ou de l'insertion, mais pas tellement dans le monde des entreprises, au sein des entreprises, il y a quand même tout un secteur qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est quand même un secteur dont le but est précisément de redéfinir les objectifs de l'entreprise, la façon dont elles sont gérées et la façon dont on traite les salariés à l'intérieur de ces entreprises. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est exactement des initiatives, et il y en a un certain nombre, et ça représente de plus en plus d'emplois en France, où précisément on redéfinit complètement ce qu'est une entreprise. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Alors sur la question européenne, et puis on va effectivement en terminer,
Pour moi, l'objectif le plus important depuis longtemps de l'Union européenne, c'est d'abandonner les critères totalement désastreux de finances publiques en pourcentage du PIB pour gouverner une région démocratique. Le projet européen ne se limite pas à respecter 3% de déficit du PIB, 60% de déficit de pourcentage du PIB de dette. C'est absurde, c'est destructeur, ça éloigne les gens du projet européen, ça détruit des nations entières. Regardez ce que ces critères ont fait à la Grèce, regardez la façon dont les Grecs, le berceau de la démocratie, ont été martyrisés par ces critères européens. C'est de la folie. Donc s'il y a une chose à faire, c'est de sortir l'Europe de l'ornière de ces indicateurs totalement destructeurs qui dépolitisent l'Europe, la dédémocratisent, et finissent par détruire complètement l'idéal européen. L'Union européenne, il y a 10 ans, organisait en 2007, à l'initiative de la Commission européenne, une conférence qui s'appelait « Au-delà du PIB », dans laquelle l'Union européenne se donnait pour objectif, finalement, en un sens comme pendant aux États-Unis, de ne pas dépendre d'indicateurs strictement de revenus et de croissance, mais justement de mettre en avant la question de la santé, l'éducation, le développement humain et la question écologique. La Commission européenne a fait un certain nombre d'initiatives, le Parlement européen a fait des propositions. Malheureusement, je vois aujourd'hui une disjonction totale entre les objectifs affirmés de l'Union européenne de dépasser la croissance pour avoir une stratégie qui soit de développement humain et de développement soutenable, et la réalité qui est que l'Europe est gouvernée, pilotée et petit à petit détruite par ces indicateurs de finances publiques en pourcentage du PIB. Donc s'il y a une chose à faire au niveau européen, c'est de sortir absolument de ces indicateurs destructeurs. Voilà, ils sont en train de tuer la démocratie européenne, ni plus ni moins. Éloi Laurent, merci beaucoup. Merci.